parti. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner un micro. Please turn off your mobile phones or put them in silent mode and please raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Voilà, ici. Hi, thank you. I quite like the movie, but why kill Hobbs so early? He's such a good character and he brings so much energy and so much antagonism with the other ones. And I thought there was more to sort of exploit and dig in this character. I was a bit surprised. That's a great question. Yeah, we all wish we had a little more time with the people we care about, right? The interesting thing that we focused on with this film was at different stages, each of the characters had power, and the lack of power. And Hobbs is very commanding in the first act of the film, and he's discovering what's off about a car, and he's drawing a line that he's not going to cross, and he takes matters into his own hands, which ends up getting him shot. But we felt like, from our years of research looking into Border Patrol, we studied United States Border Patrol for 4 years. That's kind of the cold arm of the desert that takes people when it wants to. It can be a very beautiful place, but also a prison, as it was for our agents. And to us, to lose Hobbs earlier versus giving him, more time for us to fall even more, intrigued by his character, I think wouldn't have been fair to the reality of what was happening to these characters in the story. But yeah, I love Hobbs too. Cowboy hat. La question était donc pourquoi avoir tué le personnage de Hobbs aussitôt dans le film, parce que finalement il apportait une dynamique, il apportait quelque chose, et c'est vraiment dommage qu'il disparaisse du film aussitôt, et il manque finalement au film. Et le réalisateur, donc Greg Couidard, nous dit que finalement on a toujours cette sensation que lorsque quelqu'un qu'on aime bien tout à coup disparaît, il nous manque, on aurait espéré avoir plus de temps avec lui, et quelque part c'est ce qui se passe sans doute avec ce film, ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs, mais la raison pour laquelle on a écrit donc ce personnage comme ça, et surtout sa fin de cette manière-là et à ce moment-là. Chaque personnage a un moment du film, disons que le film a des moments qui sont vraiment dirigés, qui sont des passages du film dédiés à un personnage. Et c'est vrai que le début du film, c'est vraiment le début du film est vraiment pris en main par le personnage de Hobbs, qui est joué par Clifton Collins. Et c'est vraiment lui qui prend en main, qui décide d'être, c'est le chef, c'est lui qui dirige les événements, etc. Qui est très, je ne me rappelle pas du mot, mais qui commande les autres. C'est lui le chef, clairement. Et puis il décide de tracer une ligne sur le sol, une ligne qui ne franchira pas. Il reste fidèle à ses principes, etc. Et en fait, il reste tellement fidèle à ses principes qu'il se fait descendre. Et en ce qui concerne ce personnage-là, et pourquoi on a décidé de le faire se faire tuer finalement, parce que c'était logique, parce que c'était la seule issue logique et le seul moment également logique pour que ça se finisse comme ça, de par toutes les recherches qu'on a pu faire, nous dit-il, les recherches sur le film. On a été notamment interviewé vraiment, mais on a été posé des questions, etc., discuté beaucoup avec des membres de la Border Patrol, donc des policiers qui sont en charge des frontières aux États-Unis pendant 4 ans. Et c'est vraiment, quand on discute avec ces gens-là, nous dit-il, on essaie d'envisager vraiment les bras froids du désert. C'est-à-dire que le désert, à cet endroit-là, le désert donc entre les États-Unis et le Mexique, le désert c'est un endroit qui est très très beau, qui est très grand, très beau et très calme, et qui en même temps peut devenir réellement comme une espèce de prison, peut presque vous rendre fou, parce que voilà, il ne s'y passe pas grand-chose, c'est très silencieux, c'est très chaud, et c'est très dangereux. Et c'est vraiment la sensation qu'il voulait donner. Et encore une fois, il le dit, bien sûr, ce personnage, bien sûr, il manque, parce que, comme vous le dites, il avait une dynamique, etc. en film. Mais en même temps, par rapport à la réalité de ce qui se passe sur place et de ce qui pourrait se passer comme ce qui se passe dans le film, cela n'aurait pas été... on n'aurait pas senti ça comme quelque chose de véridique, d'authentique. Donc pour être le plus fidèle possible à la réalité
la réalité telle qu'ils l'ont documentée encore une fois pendant de longues années, ils ont décidé de s'en débarrasser aussitôt dans le film. Oui. Well, yes, whatever David said, he had a much better answer than me. It's very poetic. The other thing I think that's part of it, I was just thinking about that. There are a few things in the script when we were writing it that we would have loved to have done, but at a certain point when you're writing, the story starts taking its own life, and things happen when they're supposed to happen, even in the story. And if you fight that and say, well, it would be great if we push that back so he can say this thing, you can tell that the writers are leading the story rather than the other way around. Le scénariste Clint nous dit également que lorsqu'ils étaient en train d'écrire le scénario, de développer l'histoire, il y avait beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le film d'ailleurs. Ils avaient pensé à beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de rebondissements. Mais il y a un moment donné dans l'écriture du scénario où l'histoire devient vivante. Elle a vraiment sa propre vie à elle, et les scénaristes ne font finalement que suivre le cours de l'histoire. Et les événements arrivent lorsqu'ils doivent arriver. Et il y a presque l'impression qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'ils essayent de forcer un événement à un endroit où a priori ça ne devrait pas se passer à ce moment-là, eh bien on a l'impression, c'est-à-dire que le spectateur sur le produit fini aura sans aucun doute l'impression que là, cette fois-ci, ce qu'ils sont en train de voir, c'est vraiment le travail d'un scénariste plutôt qu'une réalité possible. Donc encore une fois, les événements arrivent au moment où ils doivent arriver. Can you just come everywhere with me? Yeah, sure. Yeah. We can talk about the prices. Yeah, of course. Une autre question dans la salle? Alors, il faut lever la main, sinon ça ne marche pas. Oui, monsieur, ici, avec le bandana. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de tournage dans ce désert du Nouveau-Mexique? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Jeff Nichols apparaît dans le générique à la fin? All right, two questions. First of all, can you maybe talk to us a little bit about how it was to shoot in this place, in this desert? How was it? Second part is this gentleman's asking, why does Jeff Nichols appear in the movie, in the credits of the movie? Sure. The first question is, this is our first feature, and we shot it in 16 days in the desert. There was 40 scenes, 38 were exterior desert, and the temperature was 120 degrees Fahrenheit, where the soles of our shoes would melt off on the highway, and there were rattlesnakes everywhere. Sometimes they looked like they were dead, but they were really alive, only 10 feet away from us. But there was the other challenge of this is we shot a storyline that was a 24-hour day, but we used all natural light, so we were at the mercy of the sun. So to make it feel like a true 24-hour day period, it was really a tough challenge. And at a certain point, we just had to give ourselves over to what the desert wanted to provide us and see if that would fit into the story. The very end of the film, the last scene was supposed to be a different ending that we had written in the script, but a dust storm came that was blowing 40-mile-per-hour winds. The sun was setting, and it just felt like with the wind blowing, which was this recurring theme through Hobbs, our actor, Gabriel Luna, said, I asked him, I was like, what if this is the way the movie's supposed to end? And Gabriel just said, hey, I got something, just roll the camera. And he improvised the whole last moment of the movie, and I feel like that was us accepting what this location and what this world was trying to tell us. And then to your second question, Jeff Nichols. Oh yeah, you want to? I'll do. Oh. David's got this. He's gonna tell a better story. Anyways. But the second question, Jeff Nichols is a film. I live in Austin, Texas, and Jeff Nichols lives there as well. And he was a filmmaker that I always, every movie he made, every new theme he explored, something I really admired, and also who he was as a man and the way he, was able to make Austin home and raise a family and not get sort of trapped by what we believe in sort of the Hollywood culture. He's very much a humble, down-to-earth person. It was someone I sought out as a mentor, and he advised
me many times over the making of this film and has become a friend, and so that's why he's in the credits. Alors, la réponse à la première question, c'est que ce film, en fait, est notre premier film, notre première réalisation en tant que réalisateur, et le tournage a duré 16 jours. Et il y avait 40 séquences différentes dans le film, enfin il y a 40 séquences, et sur ces 40 séquences, 38 sont des séquences tournées en extérieur. Et l'extérieur, là où on a tourné, c'est un désert où la température dans la journée c'est 120 degrés Fahrenheit. J'avoue que je ne me souviens pas combien ça fait en degrés Celsius, mais c'est très chaud, parce qu'il nous dit que lorsqu'on se tient debout sur la route, sur l'asphalte, les semelles des chaussures fondent, donc c'est vraiment très chaud. Et il y a également des serpents à sonnettes qui parfois ont l'air morts alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est vraiment des conditions de travail assez extrêmes. Et là, le scénario est un scénario qui se passe sur 24 heures. Le film se déroule sur 24 heures. Et si vous voulez, évidemment, comme ils ont tourné presque entièrement en lumière naturelle, ils étaient à la merci de la lumière en question. Donc il fallait vraiment qu'ils tournent certaines séquences à certains moments, ils n'avaient pas le choix. Et donc tourner en lumière naturelle, c'était un vrai challenge pour eux, quelque chose qui était compliqué. Et lorsqu'on tourne dans ces conditions, finalement, ce que le désert peut vous apporter en termes de décor, en termes de mise en scène, en termes d'idées de mise en scène, tout ce qui peut arriver, eh bien, ce sont des choses qui peuvent être des accidents heureux. Donc ils ont essayé de se servir de tout ce que le désert pouvait leur apporter. Et ce que le désert pouvait leur apporter, eh bien, ça a été par exemple la scène finale du film. La scène finale qu'ils ont écrite dans le scénario est très différente de la scène que vous avez vue à l'écran. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'apprêtaient en fait à préparer la scène finale, et puis tout à coup il y a eu une tempête de poussière. Une tempête de poussière assez violente, en plus le ciel commençait à tomber, le soleil commençait à se coucher, donc la lumière commençait à tomber, et donc il y a eu cette espèce de chose qu'ils n'avaient évidemment pas prévue, cette tempête de poussière, et ils ont eu une idée, ils en ont parlé au comédien, donc Gabriel Luna qui joue le rôle de Flores, et ils lui ont parlé donc de cette fin que vous avez pu voir, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et là en fait, le comédien, donc Gabriel Luna, a tout simplement improvisé la scène finale. Et c'est ce qu'ils ont filmé, et c'est ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui peut arriver sur ce genre de tournage, et c'est en tout cas ce qu'ils avaient à dire sur les conditions de tournage de ce film. Alors, pour reprendre la réponse donc, à la deuxième question, Jeff Nichols vient d'Austin au Texas, et lui aussi. Et donc Jeff Nichols, il le connaît, il en avait entendu parler, il avait vu ses films, et il aimait les films qu'il avait fait, il admirait le réalisateur, il admirait également la manière dont il traitait les différents thèmes qui sont dans ses films. Et en plus il admire également l'homme en tant que, c'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qui s'est plié aux règles de Hollywood, c'est quelqu'un qui a toujours sa vie de famille, qui a construit sa famille, qui est à la maison, qui fait les choses de son côté, sans se faire attraper par le système. Donc ça c'est quelque chose qui l'a vraiment intéressé, donc ils ont beaucoup discuté, ils sont devenus amis, et quelque part, Greg nous dit, Jeff Nichols est vraiment devenu comme mon mentor sur ce film, il m'a vraiment donné beaucoup d'avis, beaucoup de conseils que j'ai suivis, et c'est la raison pour laquelle il est dans le générique de fin. Une autre question dans la salle. Monsieur ici, ensuite. Merci pour ce film. Ma question va concerner plutôt la frontière. On voit que c'est dans les élections américaines actuelles une question qui revient souvent. Et vu le sujet, on aurait pu penser croire que en fait, la frontière serait l'enjeu du film. Or, vous vous en séparez assez vite, c'est seulement un élément déclencheur, et vous le répétez en fait dans les réponses à vos questions, c'est qu'en fait vous avez plus traité le désert que la frontière elle-même. Et en fait, j'aimerais savoir comment vous avez abordé ça, comment en fait vous avez fait de la frontière non pas un enjeu, mais un décor en tant que réalisateur et en tant que scénariste. This gentleman says that he wishes you to extrapolate a little bit about the theme of the border, because at first, we feel like the border is going to be the subject of the real subject of the movie, but actually not at all. It's almost like it's here. Okay, there is a border, but what's really important, the real set, is the desert itself. And can you maybe talk a little bit about the reason why you decided to treat it this way, especially these days that there is, very soon an election in the US, and border is always in the middle of discussions. Yes. Yeah, there's a couple reasons, and that's a good question. One reason is and we touch on it with just one line in the film, but it was a bigger theme that we were working with, of
that's the same area between the United States and Mexico that is in the news because we're fighting over it now. It's been fought over for centuries. The Comanches and the Apaches fought over the same lands, and then Spain fought over it with the Native Americans, and then the U.S. and Spain, and now we're doing it again. And it's just, there's this feeling of that we're just passing down a cycle of violence from one generation to the next, and one century to the next. The other thing is that we hear all the time about about the headlines in the papers and about these big ideas. But where it really matters, to us at least, is to the people on the ground, to the people who have to live it day in and day out. And so, whereas Congress might pass a certain legislation that might just seem like a talking point, it affects people on the ground. And at the end of the day, you know, we wanted to explore this aspect that outside of all the politics and everything, there's a border out there, and on one side there are people, and on the other side there are people. And that's Sintu. You want to add something? Is that okay? Yeah, sure. Okay. And also why the desert to us helped raise the bar of that moral question is when you're all alone and there's no one else for miles, and you get put in a crisis where you came in maybe having a belief about an issue, when you have a gun to your head, or when someone is wounded on the ground and you have a choice to make, what would you do when there's no one else watching? And I think that was a way for us to explore maybe a closer reality to who we are as people deeper down than the laws that we're supposed to live by. Tout d'abord, Clint nous dit que, bon d'abord c'était une très bonne question, donc merci. Finalement dans le film, ce thème de la frontière, c'est quoi? C'est une phrase, c'est une ligne dans le scénario. Mais évidemment, c'est un problème, c'est un concept qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus large. Faut savoir que, évidemment, on parle beaucoup de la frontière, surtout en ce moment, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, on en parle beaucoup dans les journaux, dans les journaux télévisés, les journaux papier, mais ça fait un siècle que ça dure, ce problème. Et ça dure depuis tellement longtemps. Il y a de nombreuses années, le problème c'était entre les Espagnols et les Indiens d'Amérique, et puis après c'était entre le gouvernement américain et les Espagnols, c'est d'ailleurs encore le cas, enfin maintenant c'est le gouvernement américain et le Mexique, mais bref, de génération en génération, c'est un peu comme s'ils se refilaient cette espèce de cycle de violence qui s'arrête jamais, qui est sans arrêt en fait remis à zéro, le compteur est sans arrêt remis à zéro, chacun a toujours des arguments pour construire des murs ou autre chose, enfin bref, le problème ne s'arrête jamais, et c'est un problème de violence qui s'arrêtera jamais. Et donc quelque part, les gens ont tendance à oublier que... Les gens parlent de la frontière, d'accord, mais ils oublient que de chaque côté de la frontière, c'est surtout qu'il y a des gens qui vivent, et que lorsque le Congrès américain, par exemple, passe une loi, eh bien cette loi, c'est un bout de papier, c'est un truc dont on va parler dans le journal, mais surtout ça va avoir un effet véritable et parfois dramatique sur la vie de personnes réelles. Et ça, c'est un vrai problème dont Clint nous en parlait. Encore une fois, dans le film, c'est vrai que c'est plus un prétexte qu'autre chose, mais le problème est un vrai problème et c'est vrai qu'il faut en parler. Et le réalisateur nous dit, au-delà de cela aussi dans le film, ce qu'il voulait traiter, c'était le fait d'être... Quel genre de décision on peut prendre lorsqu'on est seul? Et donc cet environnement du désert dans lequel se passe le film, encore une fois, c'est un environnement qui est très très grand, très très large, on a l'impression même que c'est infini. Et c'est quelque part la question presque philosophique qu'on peut se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision lorsqu'on est vraiment seul, lorsqu'on n'a personne autour de soi pour nous juger, pour ceci, cela, quel genre de décision on peut prendre si jamais on prend une décision, si jamais on essaie de se tenir à des principes, mais qu'on a un pistolet chargé posé sur la tempe, est-ce qu'on va réussir à garder ces principes-là? Est-ce qu'on va prendre la bonne décision si la vie de quelqu'un est en jeu, si quelqu'un est blessé à nos pieds et que sa vie est en jeu par rapport aux décisions qu'on peut prendre, si personne n'est là pour nous juger, pour nous regarder, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le genre de choses. Il a essayé de traiter ce genre de questions de manière beaucoup plus réaliste. Le rapport aux lois, le rapport à ce qu'on fait, le rapport à l'éthique, c'est aussi ce qu'il avait en tête lorsqu'il a développé le scénario. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, donc monsieur, avec le t-shirt des Dents de la Mer.
Bonjour. Merci pour le film. Alors pour moi, la puissance du film repose sur ces trois acteurs principaux où naïveté se confronte avec la dureté dans ce qu'ils pensent des autres, et il y a quand même une lutte entre chacun qui est parfois discrète et parfois montrée au grand jour. Et donc je voulais savoir comment avez-vous choisi vos acteurs, et aussi je voulais avoir une petite explication sur le titre du film que je n'ai pas compris. Voilà. Merci. Ce n'est pas grave. Nous sommes là pour ça. All right, so actually two questions. First of all, this gentleman is talking especially about the three main actors. Clifton Collins, Johnny Simmons and Gabriel Luna. And actually the thing is, in the movie they really look like they are very naive, kind of, but at the same time they are very rough people, especially with each other actually, and the way they talk and the way they think about each other, and basically their way of thinking, you know. And it looks like they are constantly kind of struggling with each other, you know. And so maybe you can talk about it and also talk about the choice of the actors, you know, how did you choose these actors? Were you thinking about them from the very beginning and early on and everything? And the second question about the title of the movie, because John says he didn't understand it, so maybe you can explain. Okay. Well, first, thank you for your T-shirt. I understand Jaws, the title Jaws. I have a very clear picture from when I was a kid and had nightmares. But more on the thematic question of the actors as characters and what they contended with between each other and individually. By design, one of the first ideas we had when we were writing the script was, what would happen if we took 3 Border Patrol agents from 3 different eras of the generations of the agency, and each had a very different view of the job they do and the border, and made them friends, but part of what makes them friends is also where the drama and the conflict and what they don't get along with each other about. And that we drop them in the middle of nowhere on one day on the job, and then put them in an impossible choice, you know, impossible situation. Yeah, David, you should have jumped in there and helped me. And out of that, with these 3 points of view and this conflict that comes at the center, and how they react to it, to us, in the middle, in between the 3, is the closest look at maybe what's really going on our border and the issue we have. Not Hobbs alone, not Flores alone, not Davis alone, but in the middle, between them, between this conflict, is maybe the truth. The movie Social Network that Aaron Sorkin wrote, if you've seen the film, there's a deposition, a court proceeding, and everyone in this room is all swearing to tell the truth, and the whole, you know, nothing but the truth, but they all tell a very different story of what happened with Facebook. And I think that example was something we thought of when we were writing the script of, let's have these agents all have a different point of view, make them make choices, and in the middle maybe we'll find out what's happening. But keep going, or you want to take that one? Keep going. Okay. Man, you're so good. He's good. But of course I don't know what he's actually saying. The choice of the actors was different for each of them. Gabriel Luna was someone I knew of because he's originally from Austin, Texas, but now lives in Los Angeles. He had worked with a director friend of mine, and I knew of what my director friend had thought of his performance, was such a natural performer. But as soon as I met him for coffee to talk about the movie, we met for 3 hours, and about 2 hours in, I looked this way. He was wearing a leather jacket and black jeans and everything, and I looked back at him, and he was in a green Border Patrol uniform in my mind. And from that moment on, I knew this was the person that carried our film. He has a soul and empathy just in who he is as a person that carried through, hopefully, into the film for you. Johnny Simmons as Davis was a young actor that we were aware of. He's been in many teenager coming-of-age roles. Scott Pilgrim vs. the World and Perks of Being a Wallflower was another.
But actually, when I saw the short film that became Whiplash, he starred in the short film. I saw the short film, and I saw a limitless talent, you know, that we hadn't seen what else he could do, and that excited me, and I wanted to explore that with him in this adult role. And then Clifton Collins Jr. Was an actor that originally the role was meant for a Caucasian, white person. But we were sitting around thinking about how could we make the casting not feel like the typical cowboy. And as soon as we thought, what if this agent is Hispanic, but has a very tough view of the immigration and the migrants, which is what a lot of Border Patrol agents we've met are like. As soon as that crossed our minds, it had to be Clifton Collins Jr. He's done so many extraordinary roles, from Traffic to Capote. He's worked with extraordinary directors, and again, he was another actor that totally disappears into the role that he's in, and did so much research and work to uncover Hobbs. Most people don't recognize who he is when he puts on that cowboy hat, because he so became that character. And there was a last question, right? Do you want me to do it? Or you want to go? I just talked for a long time. Was there another question? Oh yeah. The title. Oh yeah. Yeah. The title. Yeah. We just made it up. No, I'm kidding. The title is a region of Texas, west of a river called the Pecos River. It's the largest desert region in North America, and it also is a word that it's not the meaning, but to us, Trans-Pecos felt like an old Western title that you didn't know what it was exactly, but you felt like you were going to go on a journey when you heard the word. And we came up with about 5,000 other titles. It was the first title, we wrote the script over 6 years. And the first day we wrote pen to paper, that was the title. And we tried so hard to come up with a new one, but it stuck around. Bien. Good luck to you, sir. Thank you. Tout d'abord, félicitations pour votre t-shirt. Le t-shirt donc de monsieur, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un t-shirt qui représente le poster des Dents de la Mer, en anglais, Jaws, et un poster qui avait donné beaucoup de cauchemars aux réalisateurs ici présents. En fait, pour commencer, la première idée qu'ils ont eue lorsqu'ils ont écrit le film, c'était qu'est-ce qui se passerait si on prenait 3 agents donc, de police de la frontière, qui viennent de différents endroits, de différentes générations, donc avec différentes idées sur leur travail, etc., etc. Et si on les mettait ensemble, et que le premier jour en fait où ils travaillent ensemble, eh bien on leur met dans les pattes une situation impossible. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on faisait ça? Ça, c'était l'idée principale, l'idée de, on va dire, la genèse du scénario qui les avait intéressés. Et finalement, c'est intéressant, lorsqu'on arrive à peu près vers le milieu du film, qu'il y a ce conflit, eh bien, ils ont du coup ces 3 points de vue très différents, ces 3 manières de penser différentes sur le conflit, sur la manière donc de résoudre le conflit. Et c'était vraiment pour eux, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, un élément scénaristique, narratif très important et très intéressant. Et quelque part, il nous dit d'ailleurs, il fait il nous rappelle le film The Social Network, pour ceux qui l'ont vu. C'est-à-dire tout le monde, évidemment, car vous êtes des grands cinéphiles. Un film écrit, comme vous le savez, par Aaron Sorkin, le film de Seven. David Fincher, c'est dingue, hein, c'est la vieillesse. Donc Social Network. Et dans le Social Network, il y a une scène qui se passe dans un tribunal. Et dans ce tribunal, il y a un problème, il y a 3 personnes qui viennent pour raconter ce qui s'est passé avec Facebook, etc. Et en fait, ils racontent 3 choses différentes. Et pourtant, c'est le même événement. Mais ils le racontent 3 choses différentes parce qu'ils ont 3 points de vue différents. Et c'était quelque chose également, encore une fois, qu'ils avaient en tête lorsqu'ils ont écrit ce film, cette manière de traiter des 3 histoires différentes selon 3 points de vue différents. Et cela répondait donc à la question sur les 3 personnages si différents les uns des autres, qui ont donc été interprétés par 3 It's a bird. Yeah, but it's always a bit surprising. As long as it's not human, it's alright. Ensuite, en ce qui concerne donc le choix des 3 comédiens, It's Hobbs.
He's back. He's in the wind. C'est Hobbs, il est revenu, il est là. Tout d'abord, Gabriel Luna, donc le rôle de Flores. Gabriel Luna, c'est un comédien que vous avez déjà probablement vu dans d'autres films ou dans d'autres séries. C'est un comédien qui vient d'Austin, tandis que lui vient de Los Angeles. Ils se connaissaient pas vraiment. Disons que le réalisateur a un ami réalisateur qui avait dirigé Gabriel Luna dans un film et qui lui en avait dit énormément bien. Donc, à un moment donné, il a évidemment rencontré les comédiens pour son film et il a pris un café avec Gabriel Luna. Et ils ont discuté. Ça a duré 3 heures, une discussion qui a duré assez longtemps. Mais au bout de 2 heures, ce qui s'est passé, c'est que tout à coup, il a regardé comme ça, un petit peu ailleurs, et lorsqu'il a relevé la tête, il a vu Gabriel Luna en face de lui, habillé avec les habits kaki d'un agent des frontières. C'est-à-dire que dans son esprit, il s'est dit, il a tout de suite vu que c'était lui, quoi, et ce serait personne d'autre. Donc c'est la manière dont ça s'est fait, et il a vraiment très bien travaillé avec ce comédien formidable. Johnny Simmons, donc c'est le comédien qui joue Davis. En fait, c'était quelqu'un qui, tout d'abord, a interprété beaucoup de rôles de teenagers, d'adolescents. Et dans pas mal de films, dont The Perks of Being a Wallflower, je ne connais pas le titre français, désolé, des films assez connus. Vous savez, sur l'affiche, il y a 2 jeunes allongés dans l'herbe, etc. Ce genre de film. Et donc, il était connu pour ça, mais il était connu pour des rôles de jeunes. Mais lui, en même temps, il vieillit, forcément, il grandit. Et lorsqu'il a vu les essais de ce comédien donc pour des rôles plus adultes, il s'est dit que là, il y avait vraiment quelque chose à faire, quelque chose de différent, quelque chose d'inattendu, et qu'il avait vraiment presque un talent illimité, et qu'il voulait explorer cette partie de son talent. Et en ce qui concerne Clinton Collins, qui joue donc le rôle avec ce grand chapeau de cow-boy de Hobbs, donc celui dont nous parlons, il voulait en fait tout simplement éviter les stéréotypes. Et il voulait essayer d'avoir le rôle de quelqu'un de différent que ce que l'on pourrait imaginer. Il ne voulait pas représenter un cow-boy stéréotypé comme on pourrait l'imaginer, mais quelque chose de un petit peu plus différent. Et ce comédien, il l'avait déjà vu dans des films comme Trafic, dans des films comme Truman Capote, avec Philip Seymour Hoffman. Et c'est vraiment, nous dit-il, le genre de comédien qui s'investit vraiment dans un rôle qui disparaît même complètement au bénéfice du rôle, du personnage qu'il interprète. Et donc, encore une fois, la façon qu'il a eu de découvrir, le comédien, la façon qu'il a eu de découvrir le personnage de Hobbs et de vraiment l'interpréter au plus près possible, c'était pour lui, en tant que réalisateur, une expérience vraiment intéressante. Et puis en ce qui concerne le titre, donc Transpecos, en fait il dit au départ, on l'a inventé, hein, ça ne veut rien dire, pas du tout. Transpecos, c'est en rapport avec un endroit qui se trouve à l'ouest de la rivière Pecos, au Texas. Et l'endroit en lui-même, bon, peu importe, mais c'est juste le nom, Transpecos, la sonorité du nom, ça les faisait penser un peu comme un vieux western de l'âge d'or des westerns américains. Et on a imaginé Transpecos avec le mot trans, ça faisait un peu comme un voyage, un road movie, quelque chose à cheval. Enfin bref, c'était une idée intéressante. Mais en même temps, ils pensaient que le titre n'était pas extraordinaire. En fait, lorsqu'ils ont écrit le scénario, lorsqu'ils ont développé le film, c'est un processus qui a duré 6 ans, c'est très très long. Et le titre, il l'a... It's a festival. It's a zoo. Et le titre, en fait, ils l'ont trouvé dès le départ. Et ils ont pensé pendant 6 ans, il y a un moment donné, on va trouver un meilleur titre. Et puis en fait, non. Ils sont restés accrochés à Transpecos. Et c'est la raison pour laquelle c'est le titre du film que vous avez découvert aujourd'hui. The press conference is over. Cette conférence de presse est terminée.